Freddy Dodge et Juan Ibarra se sont rendus sur la réclamation de la famille Gainert, avec à peine 72 heures pour empêcher l'effondrement de l'ensemble de l'opération. Ce qu'ils ont trouvé qui les attendait n'était pas une mine fonctionnelle qui traversait une période difficile, mais une usine de lavage en panne silencieuse au milieu de Caribou, avec presque tous les principaux systèmes tombant en panne en même temps. La trémie pouvait à peine alimenter le matériau, la vanne perdait de l'or à l'arrière, et la famille qui gérait la concession avait passé la majeure partie de l'été à laver des saletés qui ne valaient jamais la peine d'être nettoyées en premier lieu. Au moment où Freddy et Juan sont finalement partis, presque toutes les parties principales de l'usine avaient été reconstruites de la trémie jusqu'à l'écluse. Dès leur arrivée, il était impossible de rater le désastre. Un godet chargeur restait gelé à l'intérieur de la trémie où il avait été abandonné après une panne de l'usine au milieu d'un essai. L'usine de lavage elle-même était complètement silencieuse, entourée de machines dispersées et d'équipements à moitié enterrés qui ressemblaient plus à une casse qu'à une exploitation minière en activité. Freddy sortit du camion et traversa lentement la plateforme sans dire grand-chose, admirant la scène comme seul un mineur chevronné peut le faire. Partout où il regardait, quelque chose n'allait pas. Une excavatrice jaune était maladroitement inclinée, ses chenilles étant profondément enfouies dans de vieux tas de déblais. Un convoyeur incliné selon un angle qui a immédiatement fait grincer des dents Juan, car il savait déjà que cela allait causer des problèmes. Avant même que quiconque explique la situation, Freddy avait déjà un sentiment sombre quant à la forme réelle de cette affirmation. En arrivant d'ici, a admis Freddy à Jared, il semblait que la moitié de l'équipement de la propriété ne fonctionnait probablement même pas. Debout sur le tapis maintenant, cette première impression n'a fait qu'empirer. Jared a confirmé la vérité évidente presque immédiatement. La machine était tombée en panne pendant les tests, le cycle n'était jamais terminé et la plupart des équipements qui l'entouraient étaient à peine opérationnels. Freddy n'a pas perdu de temps à édulcorer la situation. Avant de réparer une seule pièce de l'installation de lavage, il expliqua que les Gainert avaient désespérément besoin d'une machine appropriée pour la prospection, car la saleté qu'ils avaient introduite dans le système tout l'été était de véritables déchets. Aucune quantité de mauvais matériaux réutilisés ne produirait comme par magie de l'or qui n'a jamais été là au départ. Cette prise de conscience a frappé plus durement que n'importe quelle panne mécanique. Une barre de pulvérisation cassée ou une écluse endommagée peut être réparée avec de l'acier, du soudage et de la main-d'œuvre. Mais si une équipe exploite un terrain sans valeur, toute l'opération est vouée à l'échec, aussi perfectionnée soit-elle. Freddy a immédiatement compris que le véritable problème dans cette affaire n'était pas seulement la machinerie. C'était le sol lui-même. Pendant que Freddy surveillait le tapis, Juan rampait sous le trommel avec une lampe de poche. Quelques secondes plus tard, il passa sa main sur la barre de pulvérisation à l'intérieur du tambour et commença immédiatement à secouer la tête. La barre de pulvérisation a été détruite. De véritables ruptures avaient traversé le métal, envoyant de l'eau projetée latéralement hors du trommel, au lieu de laver correctement la saleté à travers le système. Chacune de ces ruptures représentait une perte d'efficacité et une perte d'or. La pression de l'eau qui aurait dû pousser les matériaux aurifères vers l'écluse se répandait inutilement sur la plateforme. Juan a expliqué le problème à Freddy tout en regardant le tuyau endommagé avec incrédulité. La barre de pulvérisation était terminée. Il n'y avait plus de correctif autour. Freddy s'est approché de la vanne et l'a étudiée en silence pendant plusieurs instants. Il n'avait pas besoin de mesures pour comprendre le problème, car des années d'exploitation minière avaient instantanément entraîné ses yeux. L'écluse était tout simplement trop étroite pour la quantité de matériaux qu'ils essayaient de faire passer. Peut-être un pied trop étroit, mais dans l'extraction de l'or, un pied peut faire la différence entre le profit et le désastre. Une écluse étroite ne peut pas traiter correctement un volume élevé, car les matériaux refoulent trop rapidement à l'intérieur de la boîte. Une fois que cela se produit, les matériaux aurifères plus lourds passent juste au-dessus des seuils et disparaissent à l'arrière de l'usine. En d'autres termes, les Gainert étaient littéralement en train de laver l'or sans même s'en rendre compte. Ensuite, Freddy a décomposé les chiffres pour Jared de la manière la plus sévère possible. La famille avait besoin d'au moins une demi-once d'or par jour simplement pour maintenir l'exploitation financièrement en vie. Leur dernier test n'avait produit que 2 centièmes d'once en une heure entière de fonctionnement. Environ $50 en or. Une journée complète à ce rythme
ne permettrait même pas de payer le carburant, sans parler de l'usure de la machine, des coûts de main-d'œuvre, de la nourriture, du transport et des réparations. Freddy finit par dire à haute voix la vérité qu'il avait comprise presque dès son arrivée. Chaque réparation de fabrication sur l'usine de lavage ne signifierait absolument rien, à moins qu'il ne trouve un terrain digne d'être exploité. Il attrapa une casserole et se dirigea vers le tas de terre que la famille avait introduit dans l'usine. Freddy a admis honnêtement que le matériel ne semblait pas prometteur avant même de l'avoir testé. Pourtant, il avait besoin de savoir par lui-même à quel point la situation était réellement grave. Parce que la première priorité n'était plus de réparer l'acier. Il s'agissait de trouver un terrain vierge contenant de l'or véritable. Après avoir tout inspecté, Freddy a pris Juan à part et lui a exposé les 3 réparations majeures qui devaient absolument avoir lieu avant qu'un autre seau de terre ne touche l'usine. Le temps presse déjà, car il ne leur reste que 72 heures avant que les Gainert ne soient à nouveau livrés à eux-mêmes. Chaque réparation devait être effectuée rapidement et fonctionner immédiatement. Le premier problème était la trémie. À l'heure actuelle, quelqu'un devait littéralement se tenir au-dessus tenant un tuyau et lavant manuellement la saleté pendant que l'usine fonctionnait. Freddy a expliqué à Jared à quel point cette configuration était ridicule. Une trémie doit se nourrir automatiquement et ne pas piéger un membre de l'équipage sur une échelle à garder de la boue toute la journée. Ce gaspillage de main-d'œuvre détruisait l'opération presque autant que l'équipement cassé lui-même. Chaque personne attachée debout à la trémie représentait un opérateur de moins qui prospectait, transportait de la paie ou faisait fonctionner des machines ailleurs sur le Clem. La solution de Freddy était simple mais cruciale, installer un jet d'eau de 3 pouces à l'arrière de la trémie suffisamment puissant pour briser le matériau et le faire avancer automatiquement dans le trommel. Plus besoin de rester là avec un tuyau d'arrosage. Plus besoin de pousser manuellement la boue à la main. La trémie fonctionnerait enfin comme elle aurait dû le faire depuis le début. La deuxième réparation visait la barre de pulvérisation en ruine. Juan a montré à Freddy les ruptures sous le tambour où la pression de l'eau s'échappait latéralement au lieu de laver correctement les matériaux à travers l'usine. La solution était une barre de pulvérisation entièrement reconstruite, insérée dans le système existant, suffisamment solide pour gérer la pleine pression uniformément sur chaque buse. Un débit d'eau constant est primordial dans une station de lavage. Sans cela, les matériaux aurifères ne se séparent jamais correctement des roches surdimensionnées, obstruent le système, et leur fin disparaît avant d'atteindre les rapides. La reconstruction de la rampe de pulvérisation n'était plus facultative. C'était la survie. Puis vint la boîte à écluses elle-même. Freddy a expliqué à Jared qu'ils allaient l'élargir de 12 pouces. Cette seule modification pourrait à elle seule augmenter la capacité de traitement de l'usine de près de 50%. Plus d'espace à l'intérieur de l'écluse signifiait que l'or lourd avait enfin suffisamment de temps pour se déposer correctement au lieu d'être projeté à l'arrière par des matériaux surpeuplés. Cet espace supplémentaire à l'intérieur de la boîte représentait bien plus qu'une simple ingénierie. Cela représentait une opportunité. 50% d'espace en plus signifiait 50% de chance en plus que chaque flocon d'or entrant dans le système reste effectivement piégé au lieu d'être emporté pour toujours. Mais après avoir expliqué chaque réparation, Freddy s'est arrêté et a regardé Jared directement dans les yeux. Rien de tout cela n'aurait d'importance si la famille continuait à exploiter de la terre sans valeur. La pile située à côté de l'usine ne contenait presque aucune valeur. Aucune machine sur Terre ne pouvait récupérer de l'or qui n'était tout simplement pas là. Freddy a également immédiatement remarqué un autre problème dangereux. L'escalier longeant le lavoir ne comportait pas de marches installées à l'intérieur de la charpente. Jared grimpait quotidiennement sur de l'acier nu tout en travaillant dans la boue, l'eau et la machinerie lourde. Freddy a souligné que quelqu'un finirait par tomber à travers et détruire une jambe s'il ne la réparait pas rapidement. Pourtant, malgré toutes les défaillances mécaniques et les mauvais terrains, la revendication elle-même portait toujours le poids de l'histoire réelle. Le terrain sur lequel se trouvait Jared Gainert appartenait à l'une des régions productrices d'or les plus légendaires d'Amérique du Nord. En 1858, des découvertes le long du fleuve Fraser ont déclenché la ruée vers l'or de Caribou et transformé la région entière en une frénésie de chasseurs de fortune à la recherche de richesses inimaginables. Williams Creek et les Clem voisins ont finalement produit plus de 3,8 millions d'onces d'or à partir du sol environnant. Au prix actuel, cet or vaudrait aujourd'hui bien plus de 12 milliards de dollars.
Des fortunes entières se sont bâties dans ces vallées. Mais la plupart des hommes qui sont venus chercher fortune sont repartis avec rien d'autre que des dettes, du matériel cassé et des rêves brisés. Les mineurs qui ont survécu sont ceux qui ont appris à véritablement lire le sol. Ils ont compris que le succès d'une exploitation minière n'était pas seulement une question de travail acharné ou de déversement de terre sans fin dans une usine de lavage. Il s'agissait de savoir où se trouvait réellement l'or avant même de commencer à creuser. Et maintenant, Jared Gainert se trouvait en plein milieu de ce même pays, aurifère historique, essayant désespérément de maintenir en vie son exploitation familiale. Il a expliqué à Freddy que les mineurs auraient extrait des pépites de bonne taille du sol voisin l'année précédente, raison pour laquelle il pensait que cette affirmation avait encore du potentiel. Freddy a écouté attentivement, mais il savait aussi que l'histoire à elle seule ne garantit pas le succès. Parce qu'à Caribou, les légendes sont partout. Mais les légendes ne paient pas les factures de carburant. Seul l'or le fait. Les anciens qui connaissaient ce terrain affirment que cette concession exacte a produit plus de 1800 onces d'or dans les années 90, d'une valeur de plus de 6 millions de dollars aujourd'hui. L'or est là. La question est de savoir si Jared pourra le trouver avant la fin de la saison. Comment lire le terrain? Freddy marche. Jara passa devant la cour d'équipement sur un banc bas au-dessus du ruisseau. Il s'agenouille, pose la main sur une pierre plate posée au sommet du tas et commence à lui enseigner la leçon la plus importante sur l'exploitation déplacée. « Les résidus n'ont ni rime ni raison, » dit Freddy. « Vous pouvez le voir de vos propres yeux. Les pierres sont lancées dans tous les sens. Les pierres rondes sont équilibrées sur le bord. Les rochers plats sont debout. Tout semble brouillé parce que tout a été brouillé par un godet chargeur ou une vieille écluse qui a déversé les déblais ici même il y a des décennies. Vous savez comment il a été abandonné. Il n'a jamais été retravaillé. Le matériau vierge est différent. Des matériaux vierges ont été déposés là par l'eau. En terrain vierge, les roches plates reposent pour la plupart à plat. Les roches rondes sont serrées. Tout a un ordre parce que l'eau en mouvement l'a trié de cette façon, une inondation à la fois. Freddy dit à Jared que c'est l'un des moyens les plus rapides de le savoir. Si vous pouvez lire cette différence, explique Freddy, vous pouvez savoir en 30 secondes si le matériau que vous êtes sur le point d'introduire dans votre usine vaut 1 centime ou $1. Si vous ne parvenez pas à le lire, vous passez toute votre saison à brûler du diesel pour laver les restes de quelqu'un d'autre. Jared écoute sans trop dire. Vous pouvez le voir cliquer. Il a fait des analyses de résidus pendant tout ce temps. C'est pour cela que l'usine crache du gravier. Ce n'était pas seulement l'écluse, ce n'était pas seulement la barre de pulvérisation, c'était la saleté elle-même. Chaque seau que le chargeur a soulevé pendant des semaines provenait d'un tas qui avait déjà cédé son or à un autre mineur, avant même que Jared n'atteigne la concession. Chaque heure de carburant, chaque heure passée au trommel, chaque heure de l'été de sa famille avait été consacrée à laver les restes de quelqu'un d'autre. Freddy lui tapote l'épaule. Allons chercher un terrain vierge. Les deux marchent ensemble sur le banc. Freddy montre les pierres au fur et à mesure. Les plats posés à plat, les ronds serrés. Le signal est partout une fois que l'on sait le lire. Au moment où ils reviennent au camion, Jared a marqué l'endroit d'où viendra le prochain tas. Si vous voulez voir exactement comment se déroule ce sauvetage avant que les Gainards ne manquent de temps, cliquez sur le bouton d'abonnement maintenant. La prochaine heure de cette histoire est la partie à laquelle personne ne s'attendait. Jamie apprend le chargeur. Pendant que Freddy et Jared lisent que les pierres, Juan prend Jamie Gainard à part pour sa propre leçon. Jamie n'a jamais utilisé d'équipement lourd de sa vie. Elle a passé l'été à pelleter du matériel et à effectuer de petits travaux autour du camp. Mais le chargeur a toujours été la machine de quelqu'un d'autre. Juan lui dit que c'est sur le point de changer. Si cette mine doit fonctionner sans que Jared ne soit présent sur la plateforme, toutes les heures, quelqu'un d'autre dans la famille doit pouvoir nourrir l'usine. Juan a décidé que quelqu'un serait Jamie. Jamie lui dit qu'elle n'a aucune expérience sur le chargeur, mais qu'elle aime apprendre de nouvelles choses, et tant que quelqu'un peut lui montrer, elle l'essayera. Juan monte le premier dans la cabine et lui fait passer les commandes. Pédale d'accélérateur à droite, poussez-le vers le bas avec votre pied. Bâton du milieu pour soulever le godet et l'incliner. Il lui dit qu'il la guidera depuis le sol pour qu'elle sache quand entrer. Jamie monte sur le siège. Juan lui explique l'approche morceau par morceau. Entrez. Inclinez et relevez en même temps. Donnez-lui un peu de gaz. Mettez-le là-dedans. Mettez-la au sol. Puis inclinez-vous en arrière. Continuez à incliner. Non, c'est en baisse. Soupe. Ouais, debout. Retirez-le. Godet inclinable vers l'arrière.
La première passe est difficile. Le godet s'enfonce dans le mauvais angle et la machine traîne. Juan se tient par terre et l'appelle avant qu'elle n'enterre les dents. Il lui dit de réessayer. Angle plus propre, plus d'accélérateur. Lors de la deuxième approche, Jamie arrive sur la bonne ligne. Les dents du godet attrapent le tas. Elles se lèvent et s'inclinent ensemble. Lorsqu'elle recule, le seau est à moitié plein de matériel. Pour une recrue qui en est à son premier run, Juan lui dit que ce n'est pas mal du tout. Juan l'accompagne dans la décharge. Revenez vers les barils. Commencez à lancer dans l'autre sens. Beaucoup de place, beaucoup de gaz. Montez avec un peu de régime. Maintenant, couchez-vous. Bâton du milieu en avant. Le matériau se déverse proprement dans la trémie. Juan dit à Freddy plus tard que Jamie a vraiment bien fait. Elle était facile à enseigner. Elle l'a vite compris. Cela compte pour les Gainert pour une raison qui va au-delà d'un simple tas de terre. Jared occupe un deuxième emploi pour maintenir les finances de la famille à flot, ce qui signifie qu'il doit abandonner la réclamation pendant plusieurs périodes à la fois. Je suis un peu inquiet maintenant après avoir vu la quantité d'or. Il n'est pas viable de continuer à ce rythme-là. Vous savez, il vous faudrait 2 ou 3 emplois à temps partiel pour payer votre extraction d'or. Il n'est pas agréable de constater que l'extraction de cet or nous coûte plus d'argent que de salaire. Je n'ai donc plus de budget, mine d'or. C'est parti. Chaque fois qu'il partait, la plante restait silencieuse derrière lui parce que personne d'autre ne pouvait la nourrir. Maintenant, Jamie le peut. Cette seule formation n'a fait que doubler la durée d'exploitation effective de cette mine. Empiler des pièces de 10 sous dans l'escalier. Freddy observe l'escalier qui longe le côté de l'usine de lavage depuis qu'il est arrivé. Les marches ont disparu. Le cadre est soudé en place, mais il n'y a rien dessus sur lequel un travailleur puisse réellement marcher. C'est une échelle habillée en escalier, et quelqu'un va y passer une jambe. Il attrape Jared et lui dit qu'ils sont en train de le réparer en ce moment avec les débris qui traînent dans la cour. Jared a un vieux jeu d'ondulation provenant d'une précédente reconstruction d'écluse empilée contre la clôture. Ils sont de la bonne largeur. Il suffit de les punaiser dans le cadre. Freddy explique à Jared la technique du soudage au bâton. Vous démarrez l'arc avec un robinet, cliquez. Ensuite, vous faites glisser la tige à un rythme serré, environ 1/8 de pouce, à la fois en superposant chaque perle dans la dernière. Freddy se tient derrière lui pour la première soudure, donnant le tempo par-dessus son épaule. Empiler des pièces de 10 sous lui, dit Freddy signifie rendre chaque soudure lisse et ronde, tout comme une colonne de pièces posée sur une table. C'est une question de rythme, pas de vitesse. Vous en empilez un, vous en empilez deux, vous en empilez trois. Vous ne vous précipitez pas et vous ne le poursuivez pas. Vous laissez simplement la tige faire le travail. Cliquez, empilez-en, un cliquez, empilez-en, deux cliquez, empilez-en, trois. À la fin de la première bande de roulement, Jared a empilé 9-10 sous sur le joint. Freddy lui dit que c'est du bon travail. C'est une soudure qui tiendra pour le reste de la vie de cette usine. Ils descendent l'escalier, une marche à la fois. Freddy demande des corrections lorsque Jared s'écarte de la ligne. Rapprochez-vous un peu. Voilà. Vous l'avez. Freddy laisse Jared faire lui-même la dernière soudure. Lorsque Jared relève le casque et regarde la perle finie, il sourit. Il se tourne vers Freddy et le remercie. Freddy lui donne une claque dans le dos. Juan traverse le tapis avec les mains sur les hanches. Il se regarde. Il regarde l'usine reconstruite, puis Freddy dit qu'il semble que nous soyons prêts à courir. Le test commence. La plante s'allume en milieu de matinée avec un rugissement qui résonne sur les parois de la vallée. Qu'en pensez-vous, les gars? On dirait que nous sommes prêts à courir. Alors pourquoi ne pas faire un essai de 2 heures? Juan, ouais, j'ai hâte de voir comment elle court maintenant. 2 heures d'autonomie. Même chose pour le nouveau terrain que Freddy et Jared ont choisi plus tôt dans la journée. Même usine mais reconstruite de la trémie à l'écluse. Le jet d'eau de 3 pouces à l'arrière de la trémie se déclenche et frappe la saleté comme une lance à incendie. Pour la première fois de la saison, les matériaux se déplacent automatiquement dans la trémie. Aucun membre de l'équipage ne se tient debout avec un tuyau. Pas de babysitter. Juan se tient à côté de l'écluse et regarde l'eau sortir du tambour. La nouvelle barre de pulvérisation maintient la pression. Le débit est uniforme sur chaque buse. Les matériaux aurifères traversent le trommel comme ils sont censés le faire, se décomposant, se lavant, passant à travers les tamis et dans l'écluse élargie en dessous. Jared regarde le premier seau passer, se tourne vers Freddy et le dit à voix haute. C'est plus important que ce que nous avions lors du premier tour. Il se lave. Nous n'avons pas besoin de rester là-haut et de l'arroser. Jamie est sur le chargeur et alimente la trémie godet par godet.
Elle fait fonctionner cette machine depuis moins d'une journée et elle déplace déjà le matériel à un rythme soutenu. Il ne faut pas penser à chaque seau qu'elle jette. L'usine et le chargeur se déplacent ensemble de manière synchronisée comme l'opération était censée le faire. Jared se dirige vers l'écluse pour observer le flux à travers les rapides. L'eau se déplace uniformément à travers la boîte élargie, emportant les matériaux fins hors de la lèvre arrière, tandis que les objets lourds se déposent exactement là où ils sont censés se trouver. Jamie jette un autre seau. Juan regarde le tambour. Freddy parcourt l'allée. Personne ne garde quoi que ce soit. Pour la première fois de l'été, l'usine de Gainer fonctionne comme une usine. L'écluse devient noire à cause du rinçage des vieilles terres. Les fusils attrapent en leur charge. Freddy parcourt l'usine observant l'eau, observant les matériaux, écoutant le bruit d'une usine de lavage qui fait enfin ce pourquoi elle a été construite. Il vérifie l'écluse élargie sur le côté et hoche la tête. Le pied de largeur supplémentaire retient le matériau comme prévu. Rien ne lave le dos. Juan grimpe pour vérifier la nouvelle barre de pulvérisation à l'intérieur du tambour, une fois de plus à mi-parcours. La pression est constante. Chaque buse tire toujours proprement. La soudure a tenu. Jared dit à Freddy et Juan que les correctifs étaient géniaux au-delà de ce à quoi il aurait pu s'attendre. Il dit que toute la famille a beaucoup appris avec eux, ici. Je pense que ce test se passe plutôt bien jusqu'à présent. Ces correctifs étaient géniaux au-delà de ce à quoi j'aurais pu m'attendre. Mais nous avons tous beaucoup appris avec Freddy et Juan ici. La Goldway de demain déterminera si nous resterons ici ou non. C'est la première fois depuis des mois qu'il voit sa propre usine fonctionner sans que quelqu'un ne se tienne au sommet de la trémie avec un tuyau. Et il peut sentir la différence depuis le coussin. Moins de travail, plus de débit. Une course plus propre. Mais tout le monde sur la plateforme sait que le seul chiffre qui compte réellement est le poids dans l'or à la fin de la course. Le nettoyage de demain déterminera si les Gainert resteront ou non sur cette revendication. La famille a une longue nuit à attendre. Le nettoyage, personne n'a vu venir le matin. Freddy et Juan rentrent au camp. Jared les retrouve à l'usine avec le concentré final de 2 heures d'exécution. Personne dans la famille n'a encore regardé. Ils le portent à la table de nettoyage. Jared verse le sable noir dans le bac de finition. Juan le balance dans l'eau avec le mouvement lent et exercé d'un homme qui l'a fait 10 000 fois. Les objets lourds coulent. Les substances légères s'enlèvent de la lèvre arrière. La couleur commence à apparaître au fond du moule. Or épais, brillant et déchiqueté. Jared ne peut pas détourner le regard. Jamie se tient derrière lui, la main sur la bouche. Juan penche la casserole sur le côté et laisse couler l'eau. Il y a une couleur propre au fond de la casserole. Plus lourd et plus brillant que tout ce que cette plante a produit auparavant. Jared dit à Freddy et Juan que c'est mieux que ce qu'ils avaient eu la première fois. Il dit qu'ils verront ce que dit la balance. Ils le prennent à l'échelle. C'est le nombre qui décide de tout. Faites le calcul avec eux. Lors du premier test avant les correctifs, l'usine produisait 2 centièmes d'once en 1 heure. Si l'on avait étendu cela à 2 heures, l'ancienne usine leur aurait donné 4 centièmes. Au prix de l'or actuel, cela représente environ 100 $ de métal pour 2 heures de broyage de diesel et de main-d'œuvre. Ce n'est pas de l'exploitation minière, c'est perdre de l'argent lentement. La balance s'installe. 0,33 onces, 1/3 d'once d'or, issu d'un essai de 2 heures. C'est près de 3 fois ce dont la famille Gainert a besoin pour atteindre son objectif de production quotidien. Produit lors du premier vrai tirage de l'usine reconstruite au sol, Freddy accueillit en lisant les pierres. Freddy dit à la famille que ce qui est bien, c'est qu'ils sont désormais sur un terrain décent, terrain vierge. Pas les résidus qu'ils connaissaient au début. Avec l'usine fonctionnant comme elle est, ils peuvent traiter beaucoup plus de matière. Et le matériel qu'ils diffusent est réel. Ils décomposent la comparaison pour la famille afin qu'elle comprenne ce qui vient de se passer. Leur premier essai était de 2 centièmes d'once pendant 1 heure. Une course de 2 heures à ce rythme aurait été 4 centièmes. Aujourd'hui, ils ont fait 0,33 dans les mêmes 2 heures. Ce n'est pas une amélioration marginale. C'est une opération différente. Jared laisse échapper un souffle qu'il retient depuis 3 mois. Jamie saute. Le sauvetage a porté ses fruits. Une mine familiale et le chemin à parcourir. Freddy écarte Jared une dernière fois avant que les camions ne soient chargés. Ils se tiennent debout et surveillent en la concession. « Il faut continuer à prospecter », lui dit Freddy. « Toute cette mine est constituée de tas de résidus. Qui sait ce qu'il y a en dessous ?
Vous trouverez davantage de poches comme celle que nous avons touchée hier si vous continuez à lire les pierres de la même manière que nous les lisons ensemble. Ne jetez plus jamais de résidus. C'est ainsi que les familles font faillite dans ce secteur. Jared hochait la tête. Il dit à Freddy qu'il sera capable de reconnaître un peu mieux ces résidus maintenant. Freddy le regarde. Vous avez en fait une réelle possibilité de faire en sorte que cela fonctionne. Jared lui dit que c'est ce qu'ils veulent. Une mine familiale. Tous travaillent ensemble sur la revendication. Vous devez continuer à prospecter parce que toute cette mine est remplie de résidus, n'est-ce pas? Ouais. Qui sait ce qu'il y a dessous? Je vais pouvoir reconnaître un peu mieux ces résidus maintenant. Ouais. Vous avez en fait une réelle possibilité de faire en sorte que cela fonctionne. Ouais, nous pouvons travailler avec ça. Avec de l'or comme celui-là dans la boîte, dit Freddy, ce n'est plus un rêve. Cela pourrait être une réalité. Jared rit à moitié soulagé. Il dit à Freddy que s'ils peuvent continuer comme ça, il n'aura plus besoin d'être mécanicien. Freddy sourit. Oh, tu seras toujours mécanicien dans une mine d'or. Tout le monde sur le pad rit. Jamie s'approche pour serrer la main de Juan. Elle lui dit que sa confiance est montée en flèche. Elle peut faire maintenant des choses qu'elle ne pouvait pas faire il y a 2 jours. Faire fonctionner le chargeur, souder les marches sur l'escalier, lire le sol. Elle ronge son frein pour sortir et gérer le reste de cette pile. Juan dit plus tard à Freddy que c'était bien de travailler avec cette famille. Ils se sont mobilisés. Jared a appris à faire la différence entre les résidus et les sols vierges. Parce que si vous exploitez des résidus, vous faites faillite. Jared a acquis cette compétence en 2 jours passés sur le banc avec Freddy. C'est une compétence qui permettra aux gagnants de travailler sur cette revendication pendant le reste de leur temps. Freddy monte dans le camion. Il ferme la porte et se penche une dernière fois par la fenêtre. Il y a beaucoup d'or dans cette région. Regardez autour de vous. Ne jetez pas de résidus. Les camions retirent la plateforme. La famille des gagnants est arrivée cet été dans l'espoir de joindre les 2 bouts. Ils en sortent avec une plante qui produit près de 3 fois leur objectif quotidien. Une équipe qui peut fonctionner sans que Jared ne soit debout sur la plateforme toutes les heures et un Clem avec suffisamment de terrain vierge pour continuer à exploiter pendant des années. Jared a les compétences nécessaires pour choisir la pile suivante. Jamie a les compétences nécessaires pour faire fonctionner le chargeur qui l'alimente. L'usine dispose du jet d'eau, de la rampe de pulvérisation et de l'écluse élargie pour transformer ce qu'elle tire du sol en or sur la balance. Si cette histoire vous a ému, abonnez-vous à la chaîne pour ne jamais rater le prochain sauvetage. Et laissez un commentaire avec le chiffre que vous pensez que les gagnants atteindront lors de leur prochain nettoyage, maintenant que l'usine fonctionne comme elle était censée le faire. Ce n'est pas la fin de l'histoire des gagnants, ce n'est que le début.